Laissez-moi vous parler de ma Côte-Nord. Un endroit où j'adore aller parce que, de un, je viens de là, mais surtout parce que j'adore la nature. La paix qu'on y retrouve quand on est là-bas, regarder les magnifiques levées de soleil, les superbes plages, la brise de l'air salin. On va faire de belles randonnées en forêt. Ensuite, les fruits de mer frais, le poisson qui nous provient de la mer, les soirées sur la plage à regarder un feu entouré des aurores boréales. Allez visiter ma Côte-Nord. Vous aussi, vous allez tomber en amour avec. Salut la gang! Cette semaine, on rencontre l'entraîneur-chef des Carabins de Montréal, Marco Iadeluca. Après avoir remporté la Coupe Vanier, qui est comme la Coupe Stanley du football universitaire canadien, comment qu'on continue à rester motivé pour continuer de pousser sa gang à vouloir gagner? On discute de ça avec lui et je vous fais ça sans limite. Coach, ça va bien? Ça va très bien, toi? Hey, j'ai une question. Ton nom de famille, on le dit comment? Iadeluca. Iadeluca. Donc, Marco Iadeluca. Beaucoup plus facile que ça a l'air. Fait que, si je t'appelle coach, c'est-tu correct? Comme tu veux. Parce que dans le sport, c'est un peu ça, hein? Ouais, on se fait appeler coach beaucoup. Je l'entends beaucoup. Mon gars joue au foot. Fait que le coach prend beaucoup de place dans la vie d'un étudiant athlète. Oui, c'est ça qui est super intéressant dans ce qu'on fait, je pense, c'est qu'on apprend à connaître plein de gars, c'est cool, on apprend à savoir tout sur leur vie, puis moi, c'est ce qui me fait triper dans ce que je fais, c'est certain, là. Coach des Carabins, là, ça implique quoi? Parce qu'on a une idée, c'est quoi un coach, mais quand j'ai commencé à regarder ça, je vais te le dire, je réalisais pas c'était quoi la charge de travail d'un coach universitaire. Bien, c'est un peu ce que tu viens de dire, tu sais, on a 105 joueurs, on a une équipe de coach, une quinzaine de coachs, puis il y a tout un staff aux alentours de tout ça. Mais la priorité, évidemment, c'est les athlètes. Ils sont 105, fait que à la maison, on a tous des enfants. J'ai 3 filles à la maison, mais là, j'ai 105 gars que je dois m'occuper à l'école. C'est un autre dynamique, ça? Oui, une belle dynamique, mais ça me garde un équilibre. C'est comme ça que j'aime ça appeler ça. J'ai un monde de filles à la maison, un monde fait de que gars. ça te prend 105 gars pour compenser pour les 3 filles à la maison. À peu près, c'est ça. T'en as 4 avec ta femme. Exactement. Okay. Puis même notre chien, c'est une femelle. Oh. Fait que c'est ça. Je suis dans un monde de filles à la maison. Fait que non, c'est ça. On est un peu leur ami, leur confident, en même temps la personne d'autorité, la personne qui les aide à rester focus à l'école. Fait que c'est un paquet de choses, mais c'est ça qui rend ça intéressant, c'est qu'il n'y a jamais 2 journées qui sont pareilles dans ce sens-là. Puis t'apprends à connaître ces gars-là, ils sont tous différents, ils ont tous des personnalités différentes. La plupart, tous des alpha mâles, fait que c'est une autre dynamique aussi, mais c'est vraiment trippant, puis ils nous gardent jeunes. Puis les jeunes, vous les avez pendant une période de temps quand même assez limitée, là. Oui, dans une journée, je veux dire, c'est sûr que c'est des étudiants, fait qu'ils vont à l'école en premier lieu. Nous, une journée en saison normale, si on veut, là, on commence nos réunions à 4h15, puis nos pratiques se terminent aux alentours de 8h30. Là. Fait qu'on a des blocs d'à peu près 5 heures avec eux, 4-5 heures. Tous les jours? En saison. En off-season, ben là, les gars sont en entraînement, fait qu'ils ont des périodes de course, des périodes de musculation, on a des pratiques, on a des meetings pendant la semaine, mais en saison morte, c'est plus léger, si on veut, mais on les voit facilement 2-3 heures par jour. Ça, c'est sans compter toutes les interactions qu'on a avec eux. Moi, j'aime ça travailler avec ma porte ouverte, fait que les gars, je les vois à longueur de journée, puis ils passent quand ils veulent. Là. Le coach en chef, c'est-tu lui qui est toujours en contact avec les jeunes? Ou c'est les coachs de position qui sont comme plus près d'eux? Bien, c'est sûr que les coachs de position sont très proches de leur unité, si on veut, leurs 12-14 joueurs qui ont à leur position, ça peut aller jusqu'à 16-18, dépendamment des positions. Mais comme je te dis, moi, j'aime ça travailler avec la porte ouverte. Ce que j'adore de mon sport, de faire ce que je fais de mon métier, c'est justement ça, le lien avec les jeunes. Fait que je parle aux gars à tous les jours, j'aime ça leur parler à tous les jours à la période d'études. Quand ils passent, je vais les voir au gym, n'importe où, mais c'est une job d'être humain, c'est l'échange, c'est d'apprendre à se connaître, c'est d'apprendre à se faire confiance. Fait que je suis tout le temps en lien avec eux, c'est certain. Les jeunes, quand ils font partie d'une équipe de foot, ça prend beaucoup de place dans leur vie d'étudiant. T'es-tu un athlète étudiant ou t'es un étudiant athlète? C'est une bonne question. Je pense que c'est pas mal 50-50, mais c'est sûr qu'on va toujours prôner l'aspect études. Puis, il y a des gars qui sont dans des programmes qui sont extrêmement difficiles puis qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais je pense que c'est impressionnant ce que ces jeunes-là réussissent à accomplir. Autant de mettre autant de temps dans leurs études, à bien performer à l'école,
puis dans leur préparation physique ou dans la pratique de leur sport. Fait que c'est trippant de les voir aller, c'est impressionnant tous les jours. T'sais, on a 3 gars qui étudient en médecine, c'est des horaires de 37 heures de cours par semaine, plus faire tout En médecine, en ouais. médecine. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment impressionnant de les voir aller. Puis quand tu vois ces gars-là aller, tu te dis que toi, t'es sûr que t'es capable de faire ta job puis d'arriver à faire tes choses dans les délais demandés. Puis ces gars-là, en plus, ils manquent jamais rien. Ils sont tout le temps présents à tout. Ils sont toujours sharp. Fait que c'est vraiment stimulant de les voir, puis c'est impressionnant. Puis c'est un mode de vie, jouer au foot universitaire. Combiner les deux, ça devient vraiment un mode de vie, puis c'est beaucoup de sacrifices. Faut que tu mettes des fois ta blonde, ta famille, tes passe-temps de côté, parce que c'est tellement demandant, c'est tellement de temps que tout est pas mal consacré à ça. Des jeunes qui passent par le programme, il y en a combien qui vont tourner pro? C'est difficile à dire. Tu vois, la combine de la CFL, si on veut, la journée de recrutement, ça se passe la semaine prochaine. On a cette année 8 gars qui vont être là. Combien vont être repêchés sur les 8? Cette année, c'est une super belle année. Là. On est l'équipe qui a le plus de représentants au Canada, fait que c'est une grosse année pour nous. Si tout va bien, on va avoir 5, 6, 7 gars de repêchés cette année, mais ça, c'est des belles années. Là. Fait que tu peux dire que sur une classe, que nous, c'est des classes de 4 ans à peu près, là, je te dirais que si tu as 20 gars sur les classes de 4 ans qui se font repêcher, ben c'est beau. Là. Fait que... Là, dans les 2 ligues, CFL, NFL? NFL, c'est beaucoup plus difficile. On va être franc en venant du Canada, mais on a quand même 2 gars qui ont réussi à le faire dans les dernières années. Puis 5-6 gars qui ont eu des invitations, des camps. Mais c'est sûr que c'est plus difficile, mais c'est accessible à tous maintenant. Puis si les joueurs font ce qu'ils ont à faire, ben la NFL va les trouver, ça, c'est sûr. Parce qu'on va se dire, se faire repêcher, c'est un exploit en soi, mais c'est pas une garantie que tu tournes pas, là. Certainement pas. Se faire repêcher, c'est une première étape. C'est pas une garantie d'absolument rien. Je dis tout le temps aux gars que tu sois repêché en première ou en 7e ronde, ça change plus rien. Tout ce que ça te donne, c'est que ça te donne l'opportunité de te faire voir au camp. Après ça, c'est comment tu vas performer au camp qui va faire la différence. Fait que c'est jamais une certitude. Puis l'autre chose, c'est que c'est un sport de contact qui est assez violent. Une carrière professionnelle, c'est 3 ans et demi. C'est court, là. C'est extrêmement court. Ça, c'est la moyenne. Évidemment, il y en a qui font beaucoup plus longtemps que ça. Mais c'est pour ça qu'on va toujours parler tu parlais tantôt d'étudiants athlètes ou athlètes étudiants. Bien, on va prôner l'école parce que, veut pas, leur bac universitaire risque de leur servir pas mal plus longtemps que leur carrière pro. Là. Ça a beaucoup changé. Je pense que le sport a évolué dans le sens que les athlètes, leur vie d'athlète, la fenêtre est relativement courte. Puis éventuellement, ben, comme tu viens de mentionner, le diplôme universitaire, lui, il prend toute son utilité parce qu'après ça, tu vas devenir un professionnel dans ce que tu as étudié. Ils sont beaucoup plus éduqués qu'ils étaient avant. On avait l'impression qu'un joueur de football, c'est des gros gars. J'ai vécu un peu ce préjugé-là. Puis parce que t'es gros, t'es pas très brillant. C'est pas vrai, ça, là. Non, pas du tout. C'est ce que je disais tantôt. Je suis tellement impressionné parce que ces gars-là réussissent à accomplir, que ce soit des gars en médecine, en droit, en pharmacie, en physiothérapie, au HEC, en administration, en génie. De combiner les deux, c'est extrêmement difficile. Je pense que le football, tout le monde pense que c'est un sport de contact, puis ça fait juste faire rentrer dedans, mais les cahiers de jeu, autant en offensive qu'en défensive, c'est extrêmement complexe. Les gars, on passe des heures et des heures en réunion à chaque semaine pour jouer un match la fin de semaine. Puis on le fait toute l'entrée-saison aussi. Fait que c'est des gars brillants, puis ils sont vraiment dédiés à ce qu'ils font. Là. En tout cas, on m'a dit, avec mon gars, quand il me parle des jeux, là, c'est là que je me rends compte que je suis vraiment néophyte, parce que là, on va regarder, on écoute le football ensemble, j'adore ça. Puis là, ben, on se met à parler de quoi, puis il me regarde comme si j'étais niaiseux, là. Et puis là, il me l'explique, puis là, je réalise, c'est vraiment... T'as vraiment des responsabilités dépendamment de ce que tu joues dans l'équipe, tu as des responsabilités, puis tes responsabilités vont impacter le succès du jeu. Puis j'ai de la difficulté à comprendre la complexité de ce qu'on demande à ces gars-là. Ce qui est trippant de ce sport-là, pour moi, ce que j'ai toujours trippé, c'est que, premièrement, indépendamment de ton gabarit ou de ton niveau d'expertise par rapport à ton athlétisme, que ce soit un gros gars, un gars rapide, plus petit, plus gros, il y a une place pour tout le monde sur un terrain de foot. C'est vraiment des habiletés un petit peu différentes, dépendamment des positions où tu joues. Puis, moi, j'ai tout le temps, c'est le sport d'équipe ultime parce qu'au foot, tu peux avoir le meilleur carrière au monde. Si le receveur échappe le ballon, ben même qu'il ait lancé à la bonne place, il n'y a pas de succès. Si la ligne offensive ne bloque pas, ben c'est dur de lancer un ballon quand tu es sur le dos. Fait que tout le monde doit faire sa job, sa responsabilité,
pour qu'il y ait un succès. C'est pas comme au hockey ou peut-être même au soccer où un joueur super spectaculaire va déjouer 5 gars puis mettre la rondelle dans le filet. C'est sûr que des joueurs spectaculaires vont faire des gros jeux, mais pour qu'on se rende à ce que ce gars-là ait le ballon, il a fallu que tout le monde participe. Tout le monde contribue. Hein? Fait que c'est ça qui est vraiment ce qui est trippant. Puis le monde dit tout le temps... les gars, ils apprennent tous ces jeux-là, ils n'ont pas le choix, puis c'est à force de répétition puis d'ajustement chaque semaine, puis... Je pense que les gars trippent, c'est leur passion, fait qu'ils mettent du temps là-dedans, puis c'est vraiment intéressant comme ça. Là. Tu viens de mentionner, il y a de la place pour tout le monde, ça prend tous les gabarits, mais il arrive à certains niveaux que ton gabarit va peut-être être ce qui va t'empêcher de pouvoir passer à un autre niveau, parce que tu n'as juste pas le 16. Mon gars me le dit tout le temps, il dit, tu peux teacher la technique, tu peux pas teacher le 16. C'est ça. Aux États-Unis, un gros saying qui dit tout le temps « It's been taught by God ». Ça veut dire t'as la grandeur, t'as le poids, t'as tout ce qu'il demande en premier lieu, si on veut, le physique de l'emploi. Fait que c'est sûr que plus que tu montes d'échelon, plus que ton niveau d'athlétisme va falloir qu'il soit adéquat à la position que tu joues. Même chose avec ton gabarit. Fait que c'est certain que pour jouer au football, quand on est plus jeune, un joueur de ligne offensive à 5 pieds 10, 200 livres, c'est correct. Puis là, ils vont monter un petit peu à 2,20, 2,40, 2,60. Mais s'il reste à 5 pieds 10, des joueurs de ligne offensive dans la NFL à 5 pieds 10, il n'y en a pas. Dans la CFL? Pas à 5 pieds 10, je pense pas qu'il y en ait dans le moment à 5 pieds 10, même qu'à 6 pieds 1, tu commences à être petit. Petit? Oui, dans la CFL. Dans la NFL, nous, P.O. Lestage, qui est un ancien des Géants de Saint-Jean ici, justement, à 6 pieds 3, P.O. a passé 2 ans avec les Seahawks, puis il était considéré borderline à 6 pieds 3. À 6 pieds 3, t'es borderline. Puis on s'entend que c'est tout un athlète ici, il est dominant, là. C'est un joueur spectaculaire, puis il a été à notre niveau, il est dans la CFL, puis à 6 pieds 3 pour la NFL, il était vraiment considéré borderline. Là. C'est vraiment une unité de mesure qui est pour eux, je sais pas pourquoi, mais un gage de succès. La grandeur des bras, la grandeur des mains, ton poids, tout est prédéterminé. Ils ont tellement de choix qu'à quelque part, ils peuvent se créer des genres d'imaginatifs qu'ils veulent. Là. Est-ce qu'ils s'empêchent d'exploiter des talents qui pourraient nous surprendre à cause de ces standards-là? Quand on regarde un gars comme P.O., moi, je pense qu'il aurait eu le talent pour jouer dans la NFL, mais à cause que, comme tu viens de dire, il est canadien, ça joue contre toi un petit peu, il est borderline au niveau de la grandeur, puis tu as beaucoup de choix, mais on va donner la chance à un autre, si tu es un peu comme ça. Mais P.O. est quand même chanceux, on va se le dire, il a quand même fait 2 ans là-bas. Fait que quand tu fais 2 ans là-bas, tu as quand même eu une opportunité de te faire voir, de te faire valoir, puis il est un des chanceux, parce qu'il y a énormément de monde qui aimerait ça avoir cette opportunité-là. Lui, il l'a eu. Je pense que ça dépend toujours de l'individu. Il y a des gars qui ont des choses de prédéterminées dans leur tête. Tu ne fais pas 6 pieds 5, tu ne joueras pas sa ligne offensive. Puis je pense qu'il y a d'autres entraîneurs qui sont un peu plus prêts à donner des opportunités, puis pas juste se fier là-dessus, si on veut. Fait que je pense que c'est vraiment, ça dépend d'équipe en équipe, d'individu en individu, mais c'est certain qu'il y a des standards qui sont établis, puis quand tu ne rentres pas dans ces standards-là, ça devient extrêmement difficile. Parce qu'on va se le dire, sûrement qu'à un moment donné, toi, c'est un nom sur une feuille avec des statistiques. Au niveau du repêchage, ça marche comment? C'est-tu le coach en chef qui participe ou t'envoies des recruteurs qui s'occupent de faire ce job-là? Bien, nous, on le fait en équipe. C'est sûr que tous mes coachs font du recrutement, mais moi aussi. À la fin de la journée, on déploie nos effectifs partout dans tous les... Nous, on est quand même chanceux au Québec. On recrute seulement ici. On est une école francophone, fait qu'on recrute 99 % de nos joueurs, c'est des Québécois qui viennent du Québec. Fait qu'on visite tous les cégeps qui sont ici, quelques équipes juniors. Fait que c'est un travail d'équipe, mais ensuite, on se réunit, on se rencontre, on parle de chaque individu, puis en équipe, on va dresser notre liste, si on veut, de priorités à chaque position par rapport à leurs forces, faiblesses, par rapport à ce que nous, on a besoin d'année en année. Mais c'est vraiment un travail d'équipe fait par notre personnel d'entraîneur. Puis considérez-vous les résultats scolaires au niveau du choix des athlètes ou c'est strictement sur le potentiel athlétique? Quand on va parler d'évaluation du joueur, on va vraiment se fier au football, si on veut, à la partie athlétique, à la partie technique de leur sport. Mais c'est sûr qu'ensuite, on est une université. Fait qu'il faut qu'on aille le programme d'études que le jeune recherche. Il faut qu'il ait les notes pour rentrer dans son programme d'études. Fait que c'est en deuxième lieu, si on veut, c'est sûr que ça va devenir important de voir, bien, OK, on l'aime du point de vue sportif, on l'a évalué. Maintenant, est-ce que ça peut marcher du côté académique ou pas? Puis c'est là qu'on va réajuster nos listes de recrutement, si on veut. C'est quoi la différence entre... on parle souvent des États-Unis, parce que c'est un peu le modèle
C'est le modèle que tout le monde va aspirer à aller. Football américain, universitaire, football canadien, universitaire. C'est quoi la réalité, la différence entre les deux? Ben c'est l'argent. Ça revient toujours à l'argent. Tu sais, on regarde aux États-Unis aujourd'hui, il y a des équipes collégiales universitaires qui bâtissent des complexes sportifs à 750, 850 millions US. Pas le stade, là. Non, des complexes le complexe sportifs pour qu'ils puissent s'entraîner. Oui, c'est complètement... Juste pour l'équipe de foot? Pour l'équipe de foot, exactement. Ils ont des salons de barbier là-dedans, ils ont des cafétérias, ils ont des tables de billard, ils ont des... Puis c'est rendu un peu une surenchère qui... Si ton équipe... ton grand compétiteur vient de s'en construire un, puis toi, t'es plus le tien un peu désuet, ben là, va falloir que tu fasses la même chose, puis c'est pas plus beau. Fait que ça devient une genre de surenchère tout le temps, mais quand tu rentres là, c'est incroyable de voir ça. Il y a des équipes collégiales américaines qui ont des complexes sportifs complètement hallucinants. Là. Tu pourrais vivre là sans aucun problème. Là. Comment tu fais pour compétitionner contre ces équipes-là, pour avoir des athlètes québécois? Parce qu'on s'entend, le petit Québécois qui a le choix d'aller à l'Université de Montréal ou aller d'une grosse université américaine où ce que tu retrouves ce genre de facilité, puis j'imagine pas tous les autres avantages qu'ils doivent avoir. Ben c'est ça, c'est tout l'encadrement qu'ils ont, c'est tout... Aussi, la plus grosse différence, ben pas la plus grosse, mais une grosse différence aussi, c'est que nous, exemple, à l'université, on peut bourser un étudiant athlète en payant ses frais de scolarité. Bien, aux États-Unis, il va avoir tous ses frais de scolarité de payer, il va être en résidence à l'école, il va avoir tous ses repas de payer parce qu'ils ont des plans de meal à la cafétéria. Fait qu'un jeune qui s'en va là, il n'y a absolument rien d'autre à faire qu'étudier, jouer au foot, puis tout le reste, il n'y a pas besoin de travailler, tout est pris en charge pour lui. Même que maintenant, avec les NIL qui appellent, c'est des genres de deals de commandite. Il y en a qui sont capables d'être payés. Il y a un carrière qui a été offert 6 millions pour transférer d'une université à une autre, tandis que les carrières recrues dans la NFL qui étaient en match éliminatoire étaient à 875 000 les recrues, plus les bonus de performance. Là. Fait que c'est rendu complètement un jeu d'argent qui est... On ne pourra jamais compétitionner avec ça par la grosseur du pays, par l'argent qu'il y a dans ce domaine-là. Fait que c'est sûr que ça va toujours être un enjeu. Mais je pense que c'est des belles opportunités pour les jeunes Québécois comme pour tous les autres jeunes qui rêvent à ça. Mais après ça, il y en a qui restent, il y en a qui reviennent. Puis c'est un bagage d'expérience qu'ils ont acquis, puis une belle éducation qu'ils sont allés chercher pour certains. Fait que je pense qu'à la fin de la journée, ça ramène un genre de connaissance de football parce que ces jeunes-là, éventuellement, reviennent. Puis je pense que tout le monde progresse là-dedans, veut pas quand même. Hey, c'est le rêve pour un athlète, là. C'est certain que c'est le rêve américain, puis c'est pour ça que tous les jeunes, que ce soit au Québec ou ailleurs, veulent y aspirer. Un complexe de 875 millions, des bourses d'études à 50-60 000 US par année, c'est sûr que c'est intéressant, mais je pense qu'on fait une très belle job d'améliorer notre produit à chaque année au Québec, au Canada, pour que les gars qui n'ont pas accès à ça ou qui veulent pas vivre ça, parce que c'est quand même une autre expérience complètement différente. Là. C'est une job, si on veut, là-bas. Là. Et c'est beau qu'ils payent tes études et tout ça, mais tu arrives là puis tu deviens un peu un employé, si on veut, entre guillemets. Tandis qu'il y en a qui veulent pas vivre ça. Ils veulent rester ici, aller chercher des belles études, rester à la maison. Puis je pense que de plus en plus, on s'améliore, mais on va se dire les vraies choses. On n'est pas rendu là. Là, mettons que je parle à Marco, là. Puis toi, ton gars, il a la chance d'aller là-bas, avec les avantages et les inconvénients. En tant qu'être humain, où tu l'envoies? Bien, c'est certain que la chose facile à dire, c'est d'y aller. Moi, je pense que ça dépend tout le temps de l'individu, de ses quoi ses ambitions puis qu'est-ce qu'il recherche. C'est certain que, comme je viens de dire, avec tous les choses qu'ils ont en place, tout l'argent qu'il y a là-bas, le staff autour d'une équipe de football, ils peuvent être une centaine. Là. Il y a des staff meetings au niveau collégial. On rencontre beaucoup d'entraîneurs de ces programmes-là. Ils sont 32 autour d'une table. Puis ça, c'est parce que les autres, les assistants des assistants sont pas assez à la table. Fait que c'est des personnels vraiment énorme. Énorme. C'est du budget. C'est ça, c'est du budget. Fait que je pense que le jeune qui a le rêve de jouer au niveau professionnel puis qu'il est vraiment passionné de ça puis c'est ce qu'il veut, je pense que ça peut être une super belle expérience. Celui qui est pas certain, c'est vraiment une business là-bas. Tu rentres là, ils prennent soin de toi, c'est sûr, 100% oui, mais ils s'attendent à beaucoup en retour puis toute ta vie est basée là-dessus puis... fait que ça dépend de l'individu, mais c'est certain que ils ont des choses qu'on ne pourrait jamais avoir ici. Là. C'est quoi l'importance pour vous autres lorsque tu es un athlète d'ici?
de le rentrer dans le système pour pouvoir l'exploiter, comment tu vas chercher le meilleur de lui? Bien, on est chanceux au Québec quand même parce que nous, on recrute des jeunes du niveau collégial. Fait que maintenant, au Québec, au niveau secondaire, dans beaucoup de programmes, ils ont des préparateurs physiques, ils ont des coachs à temps plein. Au niveau collégial, ils ont plusieurs coachs à temps plein, plusieurs préparateurs physiques. Fait que nous, on les a à 19, 20 ans. Les gars sont déjà pas mal bien préparés, là, surtout comparé à 20 d'années, si on veut. Les coachs collégiaux, les coachs au niveau scolaire font tellement une bonne job de bien leur apprendre, de bien les encadrer, de bien les structurer, que nous, on a un peu une partie, je dirais pas facile, mais les gars sont déjà dans un mindset de le foot, sérieux, rendu à ce niveau-là, c'est beaucoup d'entraînement. Sont structurés à être capables de combiner études et entraînement et foot. Fait que ça, c'est super le fun. Nous, notre job maintenant, c'est de prendre ça puis de continuer à polir les diamants, si on veut. Fait qu'ils sont déjà super bien développés. Il faut juste continuer à les amener au plus haut niveau. Puis, encore une fois, chez nous, la plupart des gars ont des aspirations professionnelles, mais c'est quand même pas tout le monde. À chaque année, il y a des gars qui décident, après 4 ans de médecine, je vais continuer en médecine, ou j'ai mon bac en droit, je vais aller travailler sur le marché du travail. Ça a été trippant, j'ai aimé ça à l'université, mais là, je vais aller gagner ma vie sur le marché du travail. Fait qu'on a des gars qui arrivent quand même à maturité, puis il faut continuer à les polir, à les pousser, puis à les amener au plus haut niveau. Es-tu capable de spotter ces là qui vont tourner pro, que tu vois qu'ils ont le potentiel de l'être? Bien, tu sais, on parlait tantôt de P.O. Lestage, puis je ne veux pas juste parler de P.O., mais P.O., son rêve, c'était de jouer dans la NFL dès qu'il est arrivé chez nous, malgré le fait qu'il était au Québec. Mais P.O., il a commencé à travailler là-dessus dès la première journée. Puis c'est ce que je dis tout le temps aux jeunes qu'on recrute aujourd'hui. C'est pas quelque chose que tu vas mettre la switch à on à ta 3e année, dire « Ah, l'année prochaine, c'est mon année de repêchage. Là, je vais travailler plus fort pour me rendre là. » P.O., dès sa première journée, il avait un mindset, il savait c'était quoi son but, son objectif. Il a toujours travaillé après les pratiques. Il pratiquait à plusieurs positions parce qu'il savait que dans la NFL, par sa grandeur, il aurait fallu qu'il joue à la position de centre. Fait qu'à tous les jours, il prenait des snaps, il jouait centre. Même si pour nous, il n'a pas beaucoup joué centre, il a joué toutes les positions, mais on le mettait où on avait le plus besoin de lui, si on veut. Puis, fait que c'est un mindset, puis c'est quelque chose que tu dois avoir comme objectif dès le début. Tu peux pas juste mettre la switch on après 3 ans et dire « Ah, là, maintenant, je vais tout mettre pour essayer de me rendre à la NFL. » Faut que ça parte d'un jeune âge, puis que tu travailles là-dessus dès le début. Ça, vous le voyez comme coach, vous devez le voir assez vite, c'est là qu'ils ont ce mindset-là. C'est certain que ça prend le mindset, puis on revient à ce qu'on a dit au début, ça prend toujours la grandeur, les habiletés athlétiques. Ça, c'est un no-brainer, il faut que tu aies ça pour commencer. Mais ensuite, tu le vois par l'éthique de travail, par les gars, comment ils s'investissent, par comment ils veulent. Tu vois ceux qui ont des opportunités. Après ça, c'est comme on a dit tantôt, tu te fais repêcher, ça, c'est une première étape. Après ça, tu te pointes au camp, puis c'est de performer quand tu vas avoir l'opportunité de le faire, puis de saisir ton opportunité. C'est-tu frustrant quand tu vois quelqu'un qui a le potentiel, parce que tu le sais qu'il l'a, puis qu'il ne l'exploite pas, puis qu'il ne se donne pas? 100%. On dit tout le temps, dans le coaching, potential is a coach's killer, parce qu'on n'arrête pas de donner des opportunités à des gars parce qu'on voit le potentiel, mais des fois, le reste ne suit pas, puis ça devient extrêmement frustrant parce que toi, tu vois ce que ce jeune-là pourrait accomplir en y mettant les efforts que d'autres déploient, mais que malheureusement, eux, ont peut-être pas ces capacités-là ou ces habiletés-là. Fait que c'est sûr qu'il y en a tout le temps c'est frustrant, mais notre job, c'est de les pousser le plus possible puis de les amener le plus possible. Mais à la fin de la journée, chaque individu prend ses décisions puis fait ce qui est bon pour lui à la fin. Mais en même temps, ça garde les gars à l'école quand même. Ça, c'est la plus belle réussite de coacher du sport étudiant, c'est que il y a un paquet de gars chez nous qui seraient à l'université, qui jouent au foot, qui jouent pas au foot. Je parlais tantôt des étudiants en médecine. C'est pas le foot qui les amène vers la médecine, ça serait des étudiants en médecine quand même. Mais tu as tout le temps un pourcentage de 10-15 % dans qui irait peut-être pas à l'université si c'était pas du foot. Exactement. Puis le sport les garde à l'école, le sport les motive à continuer. Ils n'ont pas le choix de réussir X nombre de cours par année pour pouvoir être éligibles à jouer l'année d'après. Fait que je dis tout le temps aux gars, utilise cette opportunité-là pour sortir d'ici avec un baccalauréat. Puis c'est tout le temps les plus belles histoires de succès, les gars qui sont là pour le foot, mais qui réussissent à combiner les deux à cause qu'ils veulent continuer à jouer. Puis c'est ça qui rend ça vraiment le fun parce que les étudiants doués, ils n'ont pas vraiment besoin de notre aide. Ils feraient tout ce qu'ils ont besoin de faire, qu'il y ait du foot ou pas. Ceux que c'est plus difficile, ben oui, ça demande un petit peu plus de travail, de suivi,
mais c'est ce qui est le plus gratifiant à la fin de la journée quand eux sortent de là avec un diplôme en poche, je suis certain. Quelle sorte d'étudiant que tu étais? Je dirais un étudiant moyen. Je n'étais pas étudiant en médecine. J'ai fait mes études en administration. Mais je veux dire, j'étais pas un étudiant hyper doué, mais j'étais pas un étudiant qui avait de la difficulté non plus. Je suis un étudiant dans la moyenne. Est-ce que tu te vois des fois dans les joueurs? Ben, c'est certain qu'on se revoit dans des joueurs, puis on se dit... Même nous, on a tous passé par là. On avait 19, 20 ans. Moi, je jouais au football junior dans ce temps-là. Puis, c'est sûr que c'est plus facile à 20 ans de mettre ton temps dans ton sport que de le mettre dans tes études. Fait que c'est sûr qu'on se reconnaît là-dedans. Nous, on jouait au football junior, fait qu'on était moins encadrés à l'école. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de les encadrer, les structurer. Mais c'est surtout de la motivation à la fin de la journée. Je suis tout le temps au gars, si tu mets la moitié de l'effort dans tes études que tu mets dans ton entraînement puis dans ton sport... ben ça va super bien aller. Si tu vas à tes cours, déjà, le quart du travail est fait. Après ça, fais tes suivis, viens à tes périodes d'études, puis ça va suivre, puis ça va venir. C'est toujours une question de vouloir, de volonté à la fin de la journée. Ils s'investissent à 100% dans leur sport. S'ils feront juste la même chose du côté des études, on n'a pas tous les mêmes capacités, les mêmes habiletés d'apprendre rapidement, mais on a tous les habiletés d'apprendre. Fait que si tu mets ton temps... Tu n'auras peut-être pas tous des étudiants à 90, mais tout le monde va réussir, puis c'est ça à la fin de la journée que tu veux. Fait que, indépendamment du sport que tu fais, que ce soit du football ou un autre sport, le sport, c'est bon contre le décrochage. Ben moi, j'adore le sport avec l'école, c'est certain. Je pense que utiliser, que ce soit l'art, le sport, n'importe quoi pour motiver un jeune à rester à l'école puis à faire les deux, je pense que c'est gage de succès. Puis tantôt, on parlait des États-Unis. Là-bas, c'est une culture. Ça fait partie de... Ici, on dirait qu'à chaque fois qu'on investit dans le sport ou dans la culture, dans une école, c'est comme « Ah, mais on aurait pu mettre l'argent ailleurs. » On dirait qu'on a de la misère à voir... On voit pas le sport comme étant un élément de motivation qui va aider à grandir. Parce que le sport, c'est un peu une famille. Surtout le football. Là. On va revenir au football. Ma perception de l'extérieur, tu sais, les conversations, moi, mon gars, là, les pratiques... si je suis pas capable d'aller voir la pratique, je vais attendre qu'il revienne de sa pratique pour savoir comment a été sa journée à l'école. Comment ça a été la pratique? Comment ça s'est passé? Puis je suis pas en train de le checker, c'est pas de la discipline, me montrer intéressé. Tu vois, comme parent un peu, t'en donnes un petit peu plus. Fait que ce que tu y montres, c'est que moi, si je m'implique plus, ben ça l'aide lui aussi à s'impliquer plus. Puis ce que je réalise, c'est que le football prend beaucoup de place, puis que c'est vraiment une famille. Tu apprends ta responsabilité, ton rôle à jouer. Il y en a un qui a un peu plus de misère. Tu l'épaules. Je suis vraiment impressionné de voir comment ça a créé des liens, que ça tisse des liens. Puis des fois, il y a des conflits, comme dans toutes les familles. Mais au final, ils tirent tous du même bord parce qu'ils veulent tous réussir ensemble. Bien, une équipe de football, c'est un peu une micro-société, si on veut. T'sais. Puis je dis tout le temps à nos gars, souvent, je vais leur parler de ça. Si la société serait comme notre vestiaire, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Dans le sens qu'on a des gars qui viennent de toutes les régions du Québec, de toutes sortes de nationalités différentes, de religions différentes, de classes économiques différentes. Mais ils travaillent tous ensemble, ils apprennent tous à se connaître, ils veulent tous apprendre à connaître leurs différences, puis ils travaillent tous vers un but commun. Puis à la fin de la journée, c'est ce qu'on veut dans une société. Fait que moi, je trouve ça hyper trippant. C'est ce que j'adore de faire ce qu'on fait. C'est qu'on a plein d'individus qui viennent de toutes sortes de mondes différents, puis ils travaillent tous ensemble vers un but commun. Puis quand tu l'accomplis, quand tu as du succès avec tout ce beau monde-là qui travaille ensemble, ben c'est incroyable. C'est vraiment un feeling incroyable. Puis oui, c'est une grosse famille. Puis on va parler de famille chez nous tout le temps, parce que la réalité, c'est ce qu'on dit. On passe tellement de temps ensemble que tantôt, je parlais que j'ai 3 filles, 105 gars, mais la réalité, c'est qu'en saison, je vois mes 105 joueurs pas mal plus que je vois mes 3 filles puis ma femme à la maison. Fait que c'est une famille, puis on travaille tous vers un but commun, puis on a du plaisir là-dedans, puis c'est vraiment trippant. Comment, comme coach, tu fais pour travailler le fait que, oui, tu as des objectifs d'équipe, mais ça reste que chaque joueur individuellement a ses propres objectifs? C'est certain que c'est challengeant. Surtout, on parlait tantôt des aspects professionnels. Veux pas, c'est un des plus gros challenges que nous, on a à gérer. Parce que il y a le succès de l'équipe, mais c'est sûr que ces gars-là, quand ils rentrent dans leur année de repêchage, c'est une énorme année pour eux, au point de vue individuel aussi. Fait que c'est pas toujours facile à balancer. Il faut leur faire comprendre que ton succès va toujours passer à travers du succès de l'équipe. Les joueurs, toutes les équipes veulent s'entourer de gagnants. Plus qu'on gagne, plus que c'est une belle culture, plus que
tu sais comment gagner, tu l'as fait, tu es identifié comme un gagnant. Dans bien des sports, on va tout le temps dire, exemple, on parle de Dan Marino au football dans la NFL, c'est un des grands, mais ne sera jamais considéré dans le top 3-5 parce qu'il n'a jamais gagné de Super Bowl. Fait que la culture du sport, c'est qu'ils veulent être associés à des gagnants. Fait que le succès individuel va toujours commencer par notre succès d'équipe. Notre succès d'équipe va ouvrir des portes pour bien des gens, mais c'est certain que ce monde-là sont... Veux pas, c'est une grosse année pour eux, c'est leur année de repêchage. Ils ont des objectifs personnels à atteindre. Fait qu'il faut juste aller trouver un juste milieu puis leur faire comprendre que c'est correct d'aller chercher le mieux possible pour toi, mais pas au détriment du bien de l'équipe, par contre. Fait que c'est d'aller chercher cette combinaison-là qui est pas tout le temps évidente, mais que je pense que les gars... Tu l'as dit tantôt, c'est un sport de famille, c'est un sport de culture, c'est un sport de discipline. Je pense que les gars, en général, embarquent bien là-dedans, mais c'est certain qu'il faut continuellement en parler puis gérer ça. Du même côté, je trouve ça le fun, tu mentionnes Dan Marino. Dan Marino, je pense que comme équipe, il aurait voulu gagner le Super Bowl. Mais en même temps, toi, tu as un rôle à jouer, tu as des responsabilités. C'est pas toi qui prends les décisions, c'est pas toi qui repêche les joueurs, c'est pas toi qui fais le plan de match, c'est pas toi qui fais le livre de jeu. Fait que comme coach, tu as une responsabilité très grande parce que le succès de l'équipe va passer par les performances individuelles de chaque joueur. Il faut que tu tiennes compte de leur objectif, mais il faut toujours qu'à la fin, ça soit le club, que ce soit l'équipe qui gagne, puis qui grandisse là-dedans. Fait que c'est un genre de casse-tête qui doit pas être facile pour toi, là. C'est certain que c'est un casse-tête, puis comme on disait tantôt, j'ai 105 joueurs, ils sont tous différents. Il y a tous des gages de motivation différents pour chaque gars. Il y en a un il faut que tu le pousses. Il y en a un autre, il faut que tu le calmes parce que lui, il va en faire trop. Faut que c'est pour ça que j'aime ça, apprendre à connaître mes joueurs, un peu à connaître leur caractère, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui est important pour eux dans la vie. Puis plus tu connais quelqu'un, plus tu as une chance d'aller chercher les éléments importants pour les motiver. Puis c'est certain que le succès de notre équipe va passer par les performances individuelles de plusieurs. Veux pas... Les bonnes équipes, c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui performent au plus haut niveau possible. Fait que ma job comme coach, c'est un peu d'aller chercher ça de chaque individu. Fait que ça, pour moi, c'est plus facile en les connaissant puis en sachant un peu quel bouton peser quand c'est le temps. Qui a besoin de plus de se faire motiver puis qui a besoin plus de se faire réassurer ou calmer. Fait que c'est ça qui rend ça trippant, c'est ça que je dis. Il n'y a jamais deux journées pareilles, il n'y a pas deux individus pareils dans notre équipe. Il faut que tu apprennes à toutes les connaître puis à les gérer de façon différente. T'es coach des Carabins. Pourquoi niveau universitaire, pas CFL ou pas la NFL? C'est-tu un choix? C'est-tu un plan de match? T'aspires-tu à aller coacher à un autre niveau? C'est sûr, la NFL, je pense que tout le monde te dirait qu'il aimerait ça aller coacher là, mais c'est quelque chose qu'il faut que tu commences très jeune, puis c'est un rêve de tout coach de coacher dans la plus haute ligue possible, si on veut. Mais pourquoi niveau universitaire? Parce que moi, je tripe travailler avec des étudiants athlètes. De voir des jeunes de 19-20 ans, des jeunes hommes rentrer, si on veut, puis sortir de chez nous aujourd'hui, qui sont des associés dans des cabinets comptables ou des orthopédistes, c'est vraiment trippant de voir la croissance de ces jeunes-là, de pouvoir les accompagner, les guider là-dedans. Puis j'adore l'aspect universitaire, étudiant, parce que les jeunes sont encore là, toutes pour les bonnes raisons. Puis je dis pas qu'au niveau professionnel, ils sont pas là pour les bonnes raisons, mais on s'entend que ça devient une business rendu là. Tandis que chez nous, je pense qu'avec des étudiants athlètes, c'est encore le cœur du sport, si on veut, la passion du sport. Puis, comme je te dis, d'accompagner ces gars-là puis de les voir. Moi, ces gars-là me passionnent à tous les jours de voir combien de temps, je le répète depuis le début, là, mais de combien de temps ils mettent dans leur étude et de leur sport puis de les accompagner à travers ça. C'est la partie la plus gratifiante puis j'adore ça pour cette raison-là. C'est comment la discipline? Ça se passe comment? Bien, c'est certain qu'on a une équipe d'entraîneurs. On est plusieurs. On est 16 en tout chez nous. Puis... mais ces gars-là, c'est des gars sérieux, qui tripent, qui veulent faire leurs choses, qui veulent aller à l'école, qui veulent étudier. Je te dirais honnêtement qu'il n'y a pas énormément de discipline à faire. Y a-tu moins qu'à des niveaux inférieurs? Probablement. Ça fait un petit bout que je suis pas allé là, mais je pense que oui, plus qu'on gravit, c'est la crème qui monte vers le haut, si on veut. Fait que, tu sais, nous, exemple, on joue à Québec, à Sherbrooke, on couche dans des hôtels, on donne un couvre-feu à 11 heures, puis ça fait maintenant 14 ans que je suis avec les Carabins, puis on n'a jamais eu d'histoire de quelqu'un qui est rentré à 1 heure du matin sur le party, là. Ça, c'est jamais arrivé. Si c'est arrivé, on l'a pas su. Mais je veux dire, les gars sont là, sont sérieux, ils savent ce qu'ils veulent, puis
il n'y a pas beaucoup de discipline à faire. C'est sûr qu'il y a toujours du monde qu'il faut ramener à l'ordre, mais je veux dire, c'est quand même pas une énorme partie de ce que je fais. La grosse différence entre les pros et le niveau collégial ou universitaire, donc le niveau scolaire, c'est-tu ça, les égos qui sont moins grands? Quand tu arrives dans le professionnel, on parle d'argent. C'est comme l'impression que l'argent, ça change le monde solide. Là. De la perspective, parce que je suis la NFL, tu regardes ça, tu as comme l'impression que le gars est plus gros que le club. Alors qu'au niveau universitaire, c'est pas ça, là. Non, pas. Je pense qu'il y a des égos, là, on s'entend, il y a des égos au niveau universitaire. Oui, il y en a, mais je veux dire, c'est pas du tout la même chose. C'est certain qu'un joueur au niveau professionnel qui vient de signer un contrat de 330 millions sur 5 ans, c'est sûr qu'il est rendu plus gros que monde, plus gros que nature, puis toi, t'es le coach qui en fait 5, lui, il en fait 55. Il y a des bonnes chances que s'il y a une dispute entre toi et lui... C'est toi qui saute? C'est ça, probablement. Fait que c'est sûr que ça doit être une autre dynamique. Honnêtement, j'ai jamais été à ce niveau-là, fait que je peux pas donner les ins and outs si on veut, mais c'est certain que ça doit créer une dynamique différente. Mais ça doit changer la manière que tu coaches certains, là. Puis la plus grosse différence, je pense, c'est oui, les égos, mais à la fin de la journée, ces gars-là, c'est leur salaire, là. Fait que quand tu prends des décisions football qui affectent leur quotidien, ça veut dire leur salaire, ben là, ça devient pas mal plus difficile à accepter. C'est certain que nous, on prend des décisions, il y a des joueurs qui sont pas contents, mais c'est pas comme s'ils recevront plus le gros contrat parce qu'ils n'ont pas joué cette semaine. Fait que c'est sûr que l'argent, veut pas, ça devient un facteur clé à ce niveau-là, parce que le gars qui est en sa dernière année de contrat puis qui veut signer un gros contrat l'année prochaine, ben s'il joue pas ou s'il attrape pas autant de ballons ou il n'y a pas assez de verges, ben ça va coûter beaucoup d'argent dans son prochain contrat. Fait que c'est sûr qu'il y a une partie business qui doit être complètement différente à gérer, c'est certain. Toi, tu as des joueurs, il y en a que tu sais qui sont sur le bord de faire, mettons, le step vers un autre niveau. Vas-tu prendre des décisions qui vont faire en sorte que des fois, tu vas favoriser des jeux qui vont les aider à atteindre ce niveau-là, ou tu vas vraiment strictement, c'est le succès de l'équipe, puis on n'en tient pas compte dans l'équation? En toute honnêteté, on va faire tout ce qui est le mieux pour l'équipe. Maintenant, ces joueurs-là, tu vas toujours les aider au mieux de tes capacités dans tout ce qui est contrôlable, si on veut. Mais pour moi, dans ma philosophie, jamais au détriment de l'équipe. On a 105 joueurs, ça serait tricher l'équipe puis les autres si on ferait tout en sorte pour aider un ou deux individus. Puis tout ce qu'on prône, c'est l'équipe en premier lieu. Si on fait le contraire avec ces gars-là, ben c'est un peu dire du n'importe quoi puis faire le contraire de ce qu'on prône. Fait qu'on va aider ces gars-là du mieux que possible puis le plus souvent possible, mais la journée d'un match, tout va être centré sur l'équipe puis le succès de l'équipe et non, malheureusement, sur le succès d'un individu. De toute manière, je dis tout le temps aux gars, tes statistiques vont t'aider, oui, mais quand tu vas te faire repêcher au niveau professionnel, c'est comment tu vas faire la journée des combines, puis une fois que tu es repêché, c'est comment tu vas faire une fois rendu au camp d'entraînement. Que tu as eu 200 verges de plus ou de moins cette année avec nous, c'est pas vraiment ça qui va dicter ton avenir et ton futur. Exactement. C'est qui le prochain chez les Carabins à regarder, là? Bien, c'est sûr que là, cette année, c'est une belle classe de recrutement pour nous. Là. On a notre carrière Jonathan Sénécal qu'on a hâte de voir si un carrière québécois qui peut percer au niveau professionnel. Je pense que tous les habiletés, est-ce que quelqu'un va lui donner une opportunité puis prendre le temps de le développer? Parce que c'est quand même un niveau de jeu qui est différent, plus élevé. Est-ce que quelqu'un va prendre le temps avec lui? Je pense à Jeremiah Ojo, qui est un de nos joueurs de ligne défensive, qui est le premier joueur classé de toutes les équipes universitaires canadiennes présentement. Fait que je pense que Jeremiah a un super beau futur, puis je dirais probablement le plus beau prospect qu'on a cette année qui sort. Là. Corps arrière, là, c'est toute une job. Parle-moi de Joe Sénécal. Bien, c'est toute une job parce que on parle tantôt que les cahiers de jeu sont complexes, puis tout le monde doit connaître sa job. Bien, le carrière, lui, doit pas mal connaître la job des 12 gars sur le terrain en offensive. Puis en même temps, c'est lui qui doit replacer les choses si ça va pas comme il veut, ou s'il y a un gars qui est mal aligné, ou c'est pas exactement son tracé, bien, c'est lui qui va rectifier ça en même temps. Tout en faisant tout ça, doit regarder les défensives parce que tu as 12 gars de l'autre bord qui s'en viennent après toi, qui veulent t'arracher la tête, si on veut. Fait que c'est sûr que c'est une position hyper complexe. Il faut que tu sois quelqu'un qui a confiance en toi, qui veut porter ce fardeau-là sur tes épaules, si on veut. Puis Jonathan, sa force, c'est que il a le bras pour faire tous les lancers sur le terrain.
Puis c'est un super athlète. C'est probablement un des 3 meilleurs athlètes de notre équipe de foot, tous joueurs confondus. Fait que je pense que tous les habiletés. Maintenant, comme je te dis, c'est un autre niveau. Il va falloir que quelqu'un prenne le temps de le développer puis de le laisser s'acclimater à ce niveau de football-là. Pourquoi qu'au niveau professionnel, puis là, je parle NFL, on n'a presque pas de Canadiens à cette position-là, puis encore moins des Québécois. On doit en avoir des gars qui sont bons, qui aspirent à jouer là. C'est sûr qu'il y a toujours une question de nombre aussi. On est 40 millions, ils sont 350 millions. Je pense qu'on a parlé tantôt de tout le développement, l'argent qui est dans tous ces programmes-là d'un très bon jeune âge. Fait que je pense que le développement est quelque chose. Il y a les foules aussi. Je veux dire, quand tu joues dans la NFL, tu vas jouer devant 70 000 personnes. Au niveau collégial américain, il y a des écoles où tu vas jouer devant 80, 90, 100 000. Tandis que nous, ici, l'Université Laval fait un super bon job. Il y a des foules de 20 000, mais les autres, c'est peut-être 5, 6, 7 000. Fait que s'habituer à cet environnement-là qui est différent aussi. Fait que je pense qu'il y a un paquet de facteurs. Puis c'est sûr que quand tu pars, puis t'es Canadien, non américain, bien, il y a toujours des préjugés aussi. Fait que je pense que de plus en plus, on en voit des carrières canadiens qui s'en vont avoir des bourses d'études aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui s'approchent de plus en plus de la NFL. Fait que je pense que le sport grandit, le niveau de talent grandit, de développement grandit. Fait que je pense que ça s'en vient. Mais c'est certain qu'il y a toujours la force du nombre aussi. Puis jusqu'à temps que les carrières canadiens ne peuvent pas percer dans les grosses universités américaines pour un peu casser ces préjugés-là, pour ensuite monter au prochain échelon, ça va être plus difficile, mais je pense vraiment qu'il y en a de plus en plus qui le font. Oui, probablement. Je ne sais pas, là, je pense vite, là, mais j'ai comme l'impression que le fait que c'est tellement axé sur le succès et la performance qu'à un moment donné, t'aurais beau avoir un troisième œil dans le front. Si t'es le gars qu'on a besoin pour gagner, peu importe d'où ce que tu viens, on va te prendre. Ça va finir par être ça, là. C'est certain. Puis les équipes américaines, les recruteurs américains, que ce soit dans la Ligue collégiale ou dans la NFL, c'est ça que je disais tantôt, la NFL, si t'es bon, ils vont te trouver. Je veux dire, ils ont des équipes de recrutement qui sont partout. Fait que, puis les combines de ce qui se passe ici au Canada, ils les regardent toutes, ils les voient. Fait que les bons joueurs aujourd'hui vont se faire trouver. Il y a de plus en plus d'Européens aussi qui jouent dans la NFL. Il y a même quelques Asiatiques. Fait que je pense que c'est un sport qui grandit. Puis je pense que ça s'en vient de plus en plus international aussi. Pourquoi qu'au football universitaire, c'est du football canadien, puis au collégial, c'est du football américain? Ça, c'est une bonne question. J'aimerais bien avoir une réponse à cette question-là. Au niveau scolaire, au niveau collégial, on joue du football à 4 essais, puis rendu à l'université, on joue du football à 3 essais. Le pourquoi de l'université, c'est, je pense, que parce qu'on veut préparer les jeunes à jouer dans la CFL, justement, qui est du football à 3 essais. Au niveau plus jeune, pourquoi on joue du foot à 4 essais? Je pense que dans les premières années, quand c'est sorti, c'est que plus t'es jeune, plus c'est difficile le jeu aérien avec les carrières qui sont plus jeunes. Fait que je pense que ça donnait des matchs avec énormément de beauté, fait un peu moins intéressant, si on veut. Tandis qu'avec du football à 4 essais, ben, t'as plus de premiers jeux, moins de beauté, moins de changement de possession, si on veut. Fait que je pense que c'est le pourquoi de la chose. Au niveau collégial, bonne question. Je pense que c'est un débat qui dure depuis toujours. Est-ce qu'il devrait aller à 3 essais, rester à 4 essais? Moi, je pense que le foot, ça reste du foot. Il y a du bon des deux côtés. Il y a des choses que je préfère d'un, de l'autre. Fait que je pense que l'important, c'est de continuer à développer les joueurs, autant au point de vue tactique, technique, de les entraîner. Pour le reste, j'adore le football à 3 essais. Je pense que c'est ce qu'on fait dans la CFL depuis une ligue qui vit depuis 100 ans. Puis j'aime le fait qu'à un niveau universitaire, on fasse la même chose pour préparer nos gars à aller là. Maintenant, au niveau mineur, collégial, 3 essais, 4 essais, je pense que l'important, c'est que les gars se développent du plus haut point. Là, on va te poser une question. T'es pas obligé de répondre, là. Mais si tu pouvais choisir, jouerais-tu du football américain à 4 essais, universitaire? Non, moi je suis un fervent de football à 3 essais. Ouais, moi, j'ai joué au football junior dans le 3 essais. Je coach dans la Ligue universitaire depuis 2010 maintenant. Je suis vraiment un fervent de football à 3 essais. Je pense que je suis un gars qui aime le jeu aérien, le jeu plus explosif. C'est ce qu'on dit de la CFL par rapport à la NFL, un peu, si on veut. Je suis vraiment un pro football à 3 essais. C'est-tu parce qu'on connaît pas assez ça qu'on l'apprécie pas autant? Ou parce que la NFL prend tellement de place qu'on a l'impression que c'est ça le standard? Bien, c'est sûr que la NFL, la NCAA est à télé tout le temps. On voit du 4 essais non-stop. Fait que c'est sûr que je pense que peut-être qu'il y a un peu ce préjugé-là par rapport à la CFL, mais je suis un gros partisan du football à 3 essais.
L'Université Laval, c'est toute une histoire. Ça n'a pas été facile, parce que moi, je me souviens, c'est dans mes âges, quand ça a parti, là, mais ils ont eu du succès rapidement. C'est-tu un beau modèle qui a inspiré le programme de Montréal? Bien, je pense que c'est un beau modèle qui a inspiré tout le football au Québec. Je pense que, évidemment, on en fait partie avec les Carabins. Je pense que c'est un programme qui a poussé tout le monde vers le haut. Je veux dire, dans le temps que moi, j'étais jeune, du football universitaire, t'étais chanceux s'il y avait un entraîneur à temps plein qui coachait dans une université. Aujourd'hui, à l'Université de Montréal, on est 7 entraîneurs à temps plein. Fait que je pense que ce programme-là a hissé le football vers le haut. Maintenant, on voit des équipes collégiales qui ont 2, 3 entraîneurs à temps plein. Il y a des programmes au niveau scolaire qui ont des entraîneurs à temps plein qui font qui supervisent leurs athlètes, autant en musculation, à l'école, en foot. Fait que je pense que c'est un programme qui a tiré tout le monde vers le haut. Puis je pense que le football québécois, définitivement, est probablement le standard au Canada dans le moment. On l'a vu avec Team Canada cet été où on a gagné le championnat du monde où il y avait de mémoire 20 quelques Québécois qui faisaient partie de l'équipe. Fait que je pense que ça l'a aidé définitivement tout le monde à augmenter leur niveau de jeu puis à pousser tout le monde vers le haut. En effet, le football au Québec, je pense qu'il se porte bien, malgré la mauvaise presse autour des commotions. On le voit, là... l'Université Laval, vous autres, ça a donné lieu à une belle rivalité. Puis je pense que cette rivalité-là fait en sorte aussi de pousser le sport vers le haut. Je pense que c'est la chose la plus trépante à vivre. C'est un peu, dans notre âge, nous, on a vécu les Canadiens nordiques, si on veut. On a plus cette rivalité-là, Montréal-Québec. Je pense que c'est vraiment une rivalité qui est saine, mais qui est vraiment tripante à vivre. C'est vraiment le fun. Ces matchs-là, nos joueurs les attendent à chaque année. C'est la même chose de l'autre côté. On a des anciens qui nous en parlent 10, 12 ans plus tard de ces matchs-là, dans ces rivalités-là. Fait que je pense que c'est bon pour le sport. Je pense que tout le monde a hâte à ces affrontements-là à chaque année, incluant nos joueurs, mais nos partisans aussi, tout le monde. Moi, je me promène dans les rues, puis tout le monde nous parle de quand on joue à Québec. J'ai vu le match, ça se finit tout le temps sur le dernier jeu, ou c'est tout le temps super palpitant. Fait que je pense que c'est une super belle rivalité, c'est le fun, puis je pense que c'est le fun pour le football au Québec, puis faut continuer ça puis avoir du plaisir là-dedans. Hey, me trompes-tu? On dirait que c'est une coupe Vanier à chaque fois que Montréal affronte Québec. Bien, je pense comme j'ai dit tantôt, je pense que le Québec est en train de devenir un standard pour le foot au Canada. Puis c'est certain que l'équipe qui sort de notre conférence à chaque année va avoir une opportunité légitime de gagner la Coupe Vanier, ça c'est certain. Est-ce qu'on finit par avoir une ligue universitaire canadienne, un peu ce qu'on retrouve aux États-Unis, ou ça va rester par association comme ils le font là? C'est en discussion. Ça fait quelques années qu'on en discute. Je pense qu'on n'est pas proche de vivre ça présentement, en toute honnêteté. Toujours une question de coût, question de déplacement, transport. C'est des étudiants athlètes, fait que les déplacements en pleine session, c'est compliqué un petit peu, mais à la fin de la journée, c'est toujours une question de coût aussi. Je pense que ça serait bon d'avoir une ligue élite. Ça pourrait créer... un standard où on se rapproche un peu plus des États-Unis, si on veut. Mais en même temps, je pense qu'on a 27 belles équipes au Canada, 27 belles universités, puis je pense que c'est important qu'on continue à grandir, si on veut, ce nombre d'équipes-là. Fait que je pense que une ligue canadienne pourrait être super intéressante, mais je pense que de continuer à développer notre produit puis de le rendre encore plus accessible, puis peut-être avoir des éliminatoires aussi un peu plus larges, peut-être à 8 équipes, où ça permettrait à plus d'équipes de faire partie du championnat national, ça, peut-être que ça serait une solution qui est plus viable à court terme. Parce que, comme l'impression, on retrouve toujours les mêmes équipes. Hein? C'est toujours les mêmes équipes qui sont comme au top. Fait que c'est difficile d'avoir une parité. C'est basé sur quoi? Parce que les joueurs veulent aller jouer à Montréal, puis veulent aller jouer à Québec, puis les autres, c'est comme d'autres choix où sont pas dans leur priorité. Mais je pense qu'il y a un paquet de facteurs. Il y a le nombre de programmes d'études que tu as. Il y a des universités qui sont beaucoup plus grandes que d'autres. Il y a des budgets. Il y a un paquet de facteurs. Je pense qu'au Québec, on a une belle conférence où la parité s'installe de plus en plus. Je pense que tous les programmes universitaires au Québec ont beaucoup grossi. Je parlais tantôt que le football à Laval a poussé tout le monde vers le haut. Bien, je pense qu'on le voit dans toutes nos équipes au Québec. Fait que je pense que notre parité s'installe. Il y a 31 beaux programmes collégiaux qui fournissent 5 universités, 6 si on compte l'université Bishop. Fait qu'il y a beaucoup de joueurs, je pense assez pour toutes les universités au Québec. Puis je pense que ça va créer une parité de plus en plus parce que, veut pas, il y a énormément de talents dans les rangs collégiaux, puis on est 6 équipes universitaires. Fait que je pense qu'on peut tous en bénéficier. Puis je pense que le football dans notre conférence va devenir de plus en plus excitant. Là.
Le succès du football universitaire, y est-tu basé sur comment les Alouettes vont? On a-tu l'impression des fois, quand ils vont bien, ça donne un bon boost? Parce que c'est un peu ça qui a relancé le football au Québec, là. Au début des années 2000, les Alouettes, fin des années 90, ça a comme parti, là, puis ça a donné vraiment donné un gros boost au sport. Oui, je pense par la bande, je pense que oui, dans le sens que quand les Alouettes vont bien, puis ont une belle visibilité, puis ils gagnent, bien, il y a de plus en plus d'inscriptions au niveau mineur. Puis plus que d'inscriptions au niveau mineur, bien, plus que de gars qui montent les échelons puis qui se rendent à nous. Fait que par Un la peu bande... comme les Canadiens de Montréal. Exactement. Pourquoi le hockey est si populaire au Québec? Bien évidemment, pas juste à cause des Canadiens, mais ils en sont... Ça l'aide. Exactement. Fait que je pense que plus les Alouettes ont succès, plus que de jeunes qui ont envie de jouer au football, puis plus que d'inscriptions, puis bien, toute la force est dans les nombres. Fait que plus que de joueurs qui jouent au foot, bien, plus que de talents qui montent de niveau en niveau. Fait que c'est certain que ça peut juste aider le sport. Parce que, là, c'est un côté personnel, là, j'ai comme l'impression que le football, l'impact social est plus grand que ce qu'on retrouve au hockey. C'est difficile pour moi de dire parce que j'ai toujours vécu dans le monde du foot. J'ai pas vraiment vécu beaucoup dans le monde du hockey. Fait que c'est sûr que si je prône pour ma paroisse, c'est sûr que nous, on sent que ça a un bel impact, puis il y a plein de belles choses qui se créent à travers le football. Maintenant, de comparer les deux, je pourrais pas vraiment le faire. J'ai pas assez d'expérience du point de vue hockey pour faire la différence entre les deux. Parce que j'avais entraîné... J'ai entraîné Daniel Brière pendant plusieurs années. Après ça, j'ai entraîné quelques autres athlètes. J'étais déjà athlète, fait que je voulais pas faire la job à temps plein parce que à ce moment-là, c'est plutôt que t'entraînes les autres. Puis j'avais entraîné un joueur junior majeur. Son père avait coaché junior majeur, puis il m'avait contacté. Puis ce qu'il m'avait dit, l'entraînement, pourquoi il voulait qu'il travaille avec moi, c'était pour aller chercher d'autres acquis au niveau discipline, puis des attitudes qui allaient lui permettre de devenir une meilleure personne. Puis là, il m'avait dit, tu sais, il dit, les joueurs qui jouent au hockey, t'en as à peu près 3 % qui vont goûter à un niveau professionnel, incluant tous les niveaux. Donc, il m'avait carrément dit, il dit, les chances que mon gars joue professionnel sont minces. Par contre, ce que je veux, c'est qu'il y ait des habilités à cause de son sport qui vont lui permettre de réussir dans la vie. C'est ça que parlait un peu de transition, d'impact social. L'école t'emmène ça. Tu sors de là, tu as un diplôme. Tu fais partie d'une organisation qui est plus grande que toi, mais que ce que tu amènes à l'équipe est vraiment important. Fait que tout le monde a sa place. Puis je trouve que c'est ce qu'on retrouve ensuite comme société. C'est un peu bâti comme ça, une équipe de football. 100%. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que je dis tout le temps aux gars, c'est une école de vie, le foot. Tous les obstacles que tu vas réussir à surmonter dans ta carrière au football, c'est toutes des choses que tu vas vivre sur le marché du travail ou dans ta vie personnelle, familiale, à la maison. Fait que c'est un sport de discipline, de structure. On parlait tantôt que c'est une énorme chambre de joueurs. C'est 100 gars, fait que tu apprends à travailler avec plein de monde, de différentes personnalités aussi. Chacun est différent. Fait que je pense que c'est une école de vie qui te sert à long terme. Puis c'est ce qu'on essaie de leur dire. C'est beau d'avoir l'aspiration de jouer au football professionnel, mais moi, je vends tout le temps aux gars de venir passer les 4 plus belles années de leur vie chez nous, puis de devenir une meilleure personne en fond de parcours pour développer des aptitudes qui vont t'aider dans le reste de ta vie, autant sur le marché du travail que pour devenir un meilleur père de famille, un meilleur mari, un meilleur chum, un meilleur quoi que ce soit. Tout ce que tu apprends dans le monde du foot devrait te servir dans toutes les phases de ta vie par la suite. Là, présentement, c'est pas mal à la mode de parler d'alpha male. Au football, là, t'as 105 gars, là. Tu sais, c'est pas un mélange, t'as 105 gars, là. S'il y a un sport où il y a de la testostérone, c'est bien le football. Tu sais, on se tape dessus. C'est comme une violence contrôlée qui est très encadrée. Comment tu fais pour gérer ça? C'est-tu toi l'alpha male du groupe? Non, je pense que... Honnêtement, c'est vrai, tout ce que tu dis est vrai, mais c'est vraiment pas si complexe de ça de tous les gérer. C'est des gars qui sont passionnés de leur sport, puis que c'est des athlètes sérieux, des étudiants sérieux. Ils trippent dans ce qu'ils font. Fait qu'en autant que tu les encadres bien dans tout ça, puis que tu travailles sur les différences de tous, puis de travailler vers le but commun, puis c'est quoi notre but commun, puis quelles étapes on prend pour se rendre là, je pense que c'est plus simple que ça en a l'air. Malgré que ça fait c'est peut-être drôle à entendre, mais je pense que c'est des gars qui sont tous là pour la même cause, puis ils trippent dans ce qu'ils font, puis c'est vraiment pas tant difficile que ça. Parce que, tu sais, c'est la mauvaise presse, là, le mâle alpha, là, mais en même temps, moi, je pense que tu peux être le mâle alpha, puis il n'y a rien de négatif là-dedans.
parce que c'est dans ta manière d'être un mâle alpha. Je pense que c'est l'application, la lecture que les gens en ont. Parce qu'au football, t'as 105 mâles alpha là-dedans. Là. C'est dépendamment dans quel encadrement que tu mets, c'est un peu le reflet, encore une fois, de notre société. T'as des leaders, puis t'en as qui suivent. C'est la même chose au foot, là. 100%, puis je pense que ton personnel de leader est super important. La relation que tu as avec les leaders pour être sûr que le message soit enligné de haut en bas est super important. Je veux dire, c'est certain que les coachs, on a un rôle à jouer dans le leadership, mais on dit tout le temps que dans les dynasties, c'est parce que c'est les capitaines qui sont les vrais leaders de cette équipe-là. Puis dans les bonnes équipes, il y a énormément de leaders. Ça me fait toujours rire quand j'écoute les lignes ouvertes sur le sport. Puis à chaque fois qu'une équipe gagne, le leadership est incroyable, le capitaine fait toute une job. Puis à chaque fois qu'une équipe perd, le capitaine est pourri. Pour moi, le leadership, ça vient pas d'une personne. C'est un ensemble de gestes qui est posé par un ensemble de personnes. Fait que c'est jamais la responsabilité d'une personne quand ça va bien, puis c'est jamais la responsabilité d'une personne quand ça va mal. Mais on dirait, si on écoute les lignes ouvertes des Canadiens de Montréal, à chaque fois que ça va bien, c'est parce que nos capitaines étaient tout croche, puis à chaque fois que ça va bien, c'était le plus gros capitaine de l'histoire. Mais la réalité, c'est que du leadership, ça vient de bien plus qu'une personne. Mais en même temps, les lignes ouvertes, c'est vraiment divertissant. T'sais, tout le monde est gérant d'estrade, ils font leur propre analyse de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais sur le terrain, le leadership, c'est modulatoire. T'sais, à un moment donné, il y en a un qui se lève debout parce que c'est le moment. C'est pas lui tout le temps, mais il se lève debout au bon moment. Puis là, il devient le leader du moment qui fait en sorte que l'équipe passe à travers une slum puis que là, les choses se replacent. Exactement. C'est pour ça que je dis que ça vient de plusieurs personnes. C'est toujours la même personne qui parle à tous les moments. À un moment donné, c'est comme toute autre chose. Tu l'effaces puis tu l'écoutes plus, tu l'entends plus. Fait que c'est pour ça que quand il y a plusieurs personnes qui prennent un rôle de leadership puis qui parlent quand c'est le moment important ou opportun, ben je pense que c'est beaucoup plus fort que quand c'est toujours la même personne. Parce que là, à un moment donné, que ça aille bien, que ça aille mal, une semaine, 2 semaines, tu perds par 7, tu gagnes par 10, puis c'est toujours la même personne qui prend la parole puis qui dit les... À un moment donné, comme toute autre chose, ça devient redondant. Fait que je pense que quand tu as une bonne équipe, un bon groupe de leadership, ben c'est comme tu dis, c'est une personne qui saisit le moment opportun pour amener son leadership, si on veut. Tu m'as parlé de tes responsabilités. Puis honnêtement, je suis vraiment impressionné parce que je pensais pas qu'un coach en chef en avait autant. Dirais-tu que tu deviens en même temps une extension du père de famille que tu as à la maison chez toi? Bien, je pense qu'on a beaucoup de rôles dans ce poste-là, si on veut. Des fois, on devient un père de famille, des fois, on devient un psychologue, des fois, on est un ami, des fois, on est le policier qui fait la loi. C'est un peu différents chapeaux à différents moments, si on veut. Mais c'est certain qu'il y a des jeunes qui cherchent ça, si on veut, puis qui en ont besoin, puis ça fait partie d'être un coach. Je pense qu'on aime tous nos joueurs, puis on veut être là pour les aider dans les meilleures capacités possibles. Puis je pense que pour certains, peut-être que oui, puis moi, j'adore l'aspect humain du coaching, j'adore l'aspect humain de travailler avec des étudiants athlètes, fait que j'adore ce rôle-là, j'adore cette partie-là, j'adore apprendre à connaître mes joueurs, à savoir tout sur eux. Je sais que c'est cliché, mais pour moi, c'est pas juste des numéros, c'est des êtres humains. On dit tout le temps chez nous, t'as l'étudiant, t'as l'athlète, mais t'as l'être humain avant tout. Chaque personne, pour avoir du succès dans n'importe quoi qu'ils font, ont besoin d'être bien dans leur peau. Fait que ma job, c'est d'un peu de les rendre à l'aise, puis de les aider au mieux de mes capacités à être le plus confortable, le plus à l'aise possible dans tout ce qu'ils font. Tu sais, je ressens que le côté humain est important pour toi, là. C'est-tu difficile, des fois, de faire ta job parce qu'il y a des décisions qu'il faut que tu prennes, que tu sais que tu dois prendre, puis qu'à quelque part, ça te déchire de la prendre, ces décisions-là? Bien, c'est certain qu'il y a tout le temps des décisions qui sont déchirantes. Je veux dire, je suis pas quelqu'un qui est capable de séparer l'humain du business puis de dire, bien... Par contre, je pense qu'avec le temps, avec l'expérience, tu apprends à prendre toujours les bonnes décisions pour le bien de l'équipe. Mais il y en a qui font plus mal que d'autres, c'est certain. Moi, je dis tout le temps à nos joueurs que je vais toujours vous dire la vérité. Ce que vous en faites après, ça vous appartient. Tu peux l'accepter, tu peux ne pas l'accepter. Mais moi, toutes mes décisions vont être basées sur le bien de l'équipe, non le bien d'un individu. Puis je vais toujours, en autant que je suis à l'aise de l'expliquer pourquoi j'ai pris une telle décision, bien, je suis toujours à l'aise avec la décision que j'ai prise. C'est-tu dur de tout le temps dire la vérité? C'est sûr que c'est beaucoup plus dur de dire la vérité que de dire ce que le monde veut l'entendre. Puis ça, c'est un message qu'on passe tout le temps à nos joueurs. Être un bon coéquipier,
C'est-tu de dire à ton coéquipier qui est insatisfait de son temps de jeu pour X, Y raison, qui a raison, ou de lui dire la vérité si tu vois peut-être que le gars qui est devant lui, peut-être qu'il mérite son opportunité lui aussi parce qu'il performe bien. Fait que c'est sûr que dans la vie, c'est tout le temps plus facile de dire ce que les personnes veulent entendre que de dire la vérité. Mais je pense pas que je suis payé pour prendre les décisions faciles. Je suis payé pour gérer une équipe au mieux de mes capacités, au mieux de mes habiletés, puis je pense que ça fait partie de la job. C'est-tu plus facile de le faire avec ton équipe de foot que de le faire à la maison? Ouf, probablement, oui. À la maison, c'est la même chose. Je veux dire, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, mais mes filles comprennent aussi la même chose. Je vais toujours vous dire la vérité, peut-être pas toujours ce que vous voulez entendre. Puis c'est le rôle d'un père, puis c'est un peu le rôle d'un gestionnaire, puis c'est un peu le rôle d'un coach de foot. Fait que je pense que dans la vie, il faut prendre des décisions difficiles, mais en autant que tu les prennes pour les bonnes raisons, je pense que tout le monde en sort gagnant. Ça fait que tes joueurs, c'est un peu comme tes enfants. Bien, 100% que c'est un peu, ça devient je veux dire, mes filles maintenant ont 18, 20, 22 ans, mes joueurs ont 20, 24 ans, fait que c'est un peu, sont dans la même âge si on veut. J'ai 2 de mes filles qui sont à l'Université de Montréal dans le moment, fait que ils font partie de l'équipe de cheerleading, fait qu'ils vivent un peu la même chose que mes joueurs comme athlètes. Fait que c'est certain que c'est un peu une extension de ma famille, tous mes joueurs, c'est certain. Gardes-tu contact avec des joueurs une fois que la carrière universitaire est terminée? Oui, beaucoup. J'ai beaucoup de joueurs avec qui j'ai gardé des liens très, très étroits. J'ai des gars avec qui on va souper 4-5 fois par année encore. J'ai des gars qui jouent au niveau professionnel qui m'appellent encore pour me demander conseil ou « Coach, ça va un peu plus mal. » Fait que c'est la partie qui est vraiment le fun. Comme je dis, on les prend à un niveau jeune adulte, puis on les aide à progresser dans le temps, si on veut. Puis tu gardes ces liens-là, puis c'est enrichissant parce qu'il y en a de ces gars-là qui sont du monde très, très, très respecté dans le milieu du travail aujourd'hui. Puis moi, j'apprends d'eux aussi, puis j'ai pas peur de leur poser des questions. Puis c'est ça qui rend tout ça le fun. Puis définitivement qu'on garde des liens étroits avec ce monde-là. Là, je vais revenir avec les rivalités. Y a-tu des gens, y a-tu des équipes où ça te fait plus plaisir des battre, puis que ça te fait je te dirais pas de la peine, ça te met en colère de perdre, là. Parce que y a comme ça devient un peu personnel. Ça arrive-tu, ça? Mais je sais pas si c'est personnel, mais c'est certain qu'en étant avec les Carabins, c'est sûr que la rivalité Montréal-Laval, le Rouge et Or et les Carabins, c'est les matchs. Je veux dire, à chaque année, quand le calendrier sort, c'est les premiers matchs qu'on regarde. Parce qu'on va se le dire, ça doit te faire chier quand tu perds contre Laval. C'est certain, puis je pense qu'on est content quand on gagne, mais on veut toujours gagner, on est compétiteurs, fait que qu'on gagne contre n'importe qui, on veut toujours gagner, mais c'est sûr que c'est une rivalité qui dure depuis longtemps, qui est vraiment saine. Ça fait X nombre d'années de suite qu'on les joue en finale de la Coupe Dunsmore. Fait que, je veux dire, c'est sûr que c'est les matchs, le fun à coacher, c'est les matchs le fun à faire partie. Puis, c'est une rivalité, comme je dis, ça rappelle le temps des Canadiens nordiques. Moi, je suis un grand fan de hockey des Canadiens, fait que ça rappelle ces rivalités-là, puis c'est vraiment trippant, puis c'est sûr que c'est 2 beaux programmes de foot, là. T'as-tu l'impression que c'est un peu les rôles inversés, que l'Université Laval est un peu comme le Canadien de Montréal et que les Carabins deviennent un peu comme Québec? Bien, c'est sûr que les couleurs disent ça, si on veut. On porte le bleu, on porte le rouge, mais je veux dire, je pense que je comprends un peu ce que tu veux dire. Oui, c'est certain qu'il y a un peu ce rôle-là. Ils ont plusieurs coupes Vanier. C'est certain. Puis, je veux dire, je pense qu'ils sont rendus à 11 ou 12, mais une équipe qui a énormément de succès, qui est très bien coachée. J'ai eu l'opportunité de coacher avec l'Université Laval en 2010. Puis, Glenn, c'est un bon ami personnel depuis longtemps. Fait que c'est un beau programme de foot. Même depuis que tu es coach ici? Oui, aucun problème. Tu y parles pareil? Là? Oui. Si on est à des événements de ligue, on va toujours aller souper ensemble. Puis, on se parle au téléphone une fois de temps en temps. Quand il y a des sujets par la Ligue, on va toujours travailler pour le bien de la Ligue, mais on est des amis depuis longtemps, puis ça change pas. Je pense que Justin Thier, Marc Fortier, c'est tous des amis aussi, leurs coordonnateurs là-bas. Je pense que c'est une belle rivalité. Je pense que quand on joue un contre l'autre, ils veulent gagner autant que je veux gagner. Ça change pas. Mais après le match, je veux dire, une fois que le tour est joué, je veux dire, on reste des amis, puis on se respecte énormément, puis on adore ce qu'on fait comme métier, puis on est tous dans le même monde à la fin de la journée. Tu vois, ça, c'est le côté qui m'impressionne de ce sport-là. C'est qu'après les games, les joueurs vont se parler, parce qu'à quelque part, à des niveaux inférieurs, ils ont tous joué ensemble, ou un contre l'autre déjà. Fait qu'ils se tapent sa gueule pendant 4 quarts, puis quand c'est fini, ils ont gagné, puis tout le monde est content, puis ils vont se féliciter. Il y a un côté qui est beau du foot, puis moi, ça m'impressionne. J'aurais tellement aimé ça, jouer à ça, là. Fait que... D'ailleurs, ça m'amène une question. T'as le gabarit. Je te regarde depuis tantôt, on est face à face. T'es un gros bonhomme. Comment tu fais? T'as jamais joué au football? Ou t'as-tu déjà joué au football? Ben, moi, je viens de la Côte-Nord.
d'un petit village, 600 habitants. Fait que, écoute bien, là, on avait une équipe de hockey quand je jouais midget. On avait 2 gars qui ne savaient pas patiner, qui faisaient partie de l'équipe, juste pour qu'on ait le nombre minimum de joueurs nécessaires pour pouvoir avoir une équipe dans la ligue. Fait que le football, c'était pas très sur le radar. Par contre, quand je suis arrivé aux études postsecondaires, justement, l'Université Laval, quand ils ont parti, là, les gars m'avaient approché, mais avant ça, j'avais été approché par des hommes d'affaires de la région de Québec. J'étais allé visiter le campus de Bishop. Puis là, ben, il y avait comme un plan en place. J'aurais été jouer ma dernière année d'études collégiales avec les Lynx. C'est ça? Les Lynx de Lennoxville, c'est ça? Non, les Cougars. Les Cougars de Les Cougars de Lennoxville. Fait qu'ils voulaient que j'aille jouer là-bas 1 an, dans la saison morte. Donc, après les fêtes, j'aurais pratiqué avec les joueurs de l'université. Puis, ils m'avaient un try-out pour aller à Boston College l'année d'ensuite. Sauf que moi, là, tu viens d'un petit patelin, t'as pas beaucoup de moyens. Là, j'ai vu ça comme une montagne. Puis la question me suis posée dans ma tête, comment je vais faire pour payer ça, moi, mes études, mon logement? Mais les autres avaient un plan en place. Fait que la seule question que j'ai pas demandé, c'est OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fait que moi, j'ai juste pas embarqué là-dedans. Puis c'est drôle, l'an passé, j'ai parlé avec un de ces messieurs-là. Puis on s'est mis à discuter, puis c'est exactement ça qu'il m'a dit. Il dit, tu sais, Hugo, il dit, on avait un plan pour toi. Tu l'as pas pris. Mais en même temps, ils n'ont pas été clairs. Mais j'aurais adoré ça, jouer au football. Maintenant, je le dis par procuration, je regarde mon gars jouer. Je trouve que c'est le plus beau sport au monde. Puis honnêtement, si c'était à refaire, c'est clair que je jouerais au football. Là. C'était fait tailor-made pour un gars comme moi, ça. Tu parles, puis on dirait que c'est une passion. Je te reconnais dans nos joueurs quand je t'écoute parler. Je pense que tu aurais fait un bon joueur de foot. Des fois, quand on a des conversations avec mon gars, ça devient assez intense. Là. Je suis intense dans la vie. J'ai une dernière question pour toi. Le poste de coach en chef à Laval ouvre. Serais-tu capable d'aller coacher là? Non, je pense pas. Je suis bien à Montréal. 2, je suis ancré avec les Carabins. Même si c'est bien payant, là, même. Non, je pense pas vraiment. Pour moi, j'ai quitté les Carabins pour devenir responsable des sports au Cégep André-Grasset en 2018 pour 18 mois. Puis j'ai adoré ce poste-là parce que mon background, c'est l'administration. Fait que je faisais de l'admin, je faisais du sport, j'étais impliqué dans tous les sports, différents sports, je touchais un peu à tout. Puis je coachais au foot au niveau collégial. Fait que ça me permettait un peu de toucher à tout. Puis vraiment, le seul poste qui m'aurait fait quitter cet emploi-là, c'est le poste d'entraîneur-chef des Carabins. Maintenant, je suis là depuis 2020 comme entraîneur-chef, puis c'est ancré dans moi, c'est dans mes veines. Je pense que ça va être mon dernier poste de foot. Définitivement, au niveau universitaire, si je reste là, c'est mon dernier poste de foot, mais c'est vraiment là que je veux finir ma carrière. J'ai pas d'ambition d'aller au niveau universitaire professionnel. J'adore ce que je fais à l'université. Puis, j'espère qu'ils vont me garder là aussi longtemps que je veux l'être, mais non, j'adore où je suis, puis j'adore le monde avec qui je travaille. Fait que me trompes-tu, mais en dessous de ton chandail, ça doit te marquer Carabin, c'est la peau, hein? Oui, ça, 100%. Hey, je suis bien content. Je vois que t'as emmené quelque chose. Oui, je t'ai amené un petit cadeau. Je sais pas, j'espère que ça va te faire. T'es un gros bonhomme, mais on en a des gros bonhommes, fait que je t'ai amené un petit cadeau. Hey, tu me fais plaisir, là. Un beau chandail des Carabins. Je vais le porter à soir quand mon gars va arriver de l'école. Je vais le faire chier un peu. Il joue où, ton gars? Il joue ici pour les Géants, parfait. à Saint-Jean. À quelle année, là? C'est sa dernière année, là. Fait que là, il va être dans notre classe de recrutement. Exactement, il est là-dedans. Fait que là, on travaille fort. Tu sais, moi, je passe beaucoup de temps, je mets ses programmes d'entraînement, je fais les entraînements avec dans la saison morte pour m'assurer du niveau de performance. Tu sais, on travaille son skill set. Il a un gabarit, il est costaud, il est gros, mais pour sa position, il est pas d'un plus gros. Fait qu'on essaie qu'on pense avec la vitesse, la puissance. Fait que, en bout de ligne, c'est toujours en train de travailler pour t'améliorer, là. Puis, c'est le fun de pouvoir vivre ça avec mon garçon dans un sport d'équipe. Moi, je pratique un sport individuel. C'est complètement une autre zone, là. Puis, je trouve ça le fun. Puis, ça me fait réaliser que j'aurais aimé ça, participer à ça. Tu sais, le sentiment de famille, on n'était pas nécessairement une famille unie chez nous, mais tu retrouves ça dans le football. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui doivent trouver ça aussi. Oui, puis je pense qu'ils créent des liens qui sont... qui durent à travers le temps. Là. Je veux dire, je suis tout le temps, nos gars, dans une chambre, tu vas avoir un tiers de gars que
je veux dire, tu vas jouer avec, mais tu n'auras pas d'affinité plus que ça. Un tiers de gars qu'une fois de temps en temps, tu vas aller prendre une bière puis tu vas aller au resto avec. Puis un tiers de gars que dans 15, 20, 25 ans, tu vas encore être en contact avec eux puis que vous allez créer des liens puis vous allez passer à travers des choses ensemble qui vont faire que vous allez rester unis, soudés pendant des années. Moi, j'ai arrêté de jouer au foot, j'avais 22 ans. J'ai 53 ans, je vais avoir 53 ans cette année. Puis il y a des gars avec qui j'ai joué qui sont encore de mes meilleurs amis dans la vie. Fait que je pense que c'est un sport qui fait que tu développes tu tisses des liens vraiment, vraiment serrés avec des coéquipiers, puis ça devient une fraternité, on passe tellement de temps ensemble, puis je pense que c'est ça qui est la beauté de ce sport-là, c'est sûr. C'est parfait. Fait que là, je vais avoir une petite compétition à faire avec toi. Fait que t'es peut-être mieux de prendre une gorgée d'eau pour te donner des forces. Ouais, c'est... Tabarnak. On va prendre 2 mains. Sacrifice, hein? Hein? Faut avoir soif. Tu l'emmèneras, tu feras essayer ça à tes gars. Ouais, sérieux, hein? Mais eux, ils sont pas mal plus en forme que moi dans le moment, je pense. Bon, coach. J'espère que t'es prêt. Tu vas aller de l'autre côté. Parce que là, il va te sortir de ta taille zone. Tu peux choisir le marteau. Ils sont pas mal pareils, mais regarde, il y a peut-être un petit affaire plus pesant. C'est correct. C'est assez simple. Il y a 3 clous. Fait que je pense que t'as compris le principe. Félix m'a donné le signal, puis c'est le premier qui a terminé qui gagne. Là, tu viens chercher mon côté compétitif. Ah oui, exactement. Là. Là. C'est bon. C'est un peu comme un duel. 1, 2, 3, go! T'as gagné? Merci beaucoup. Hey, merci, coach. C'était le fun. Tu m'as laissé gagner. Non, pas en tout. C'est pas mon genre. Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Microbrasserie Saint-Pancras. Ils font des produits exceptionnels. Goûtez-y, vous allez aimer ça. Distillerie Québec North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Vous vous entraînez, vous voulez des vêtements de qualité? La Brute. Essayez ça, vous allez l'adopter. Hugo Girard Nutrition, avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Pinard Horticulture, vous avez besoin de plantes et de fleurs, allez voir, ils sont bien meilleurs que moi, je vous le dis. Merci de votre confiance, puis merci d'être là, sans limite.